Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la matinale autour de la perte d'autonomie des seniors, présentation de la Silver Santé Study et donc du programme ICO. Alors je me présente, je suis Johanna Cam, référente territoriale à l'IREPS Occitanie pour le département donc, des Hautes-Pyrénées. Et je fais partie donc, de l'équipe avec mes collègues qui a organisé cette matinale. Donc, on retrouve Séverine Blanchy, qui est la référente territoriale sur l'Aveyron, donc, qui est avec nous en visio aussi aujourd'hui. Et donc, Florence Royer, notre collègue aussi, référente territoriale sur le Gers, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Mais voilà, on a construit un petit peu cet événement-là, donc on espère que ça vous plaira. Donc, le DRAPS, il est coordonné au niveau régional par notre collègue Laura Tchersegui. Et on a en soutien technique, du coup, pour cette matinale aujourd'hui, Angèle Nicole, qui est donc notre assistante de communication. Donc, voilà, s'il y a des soucis de micro, de son, si vous avez des difficultés ou quoi, n'hésitez pas à noter dans le chat. Elle, elle est là aussi en visio pour essayer de nous aider au mieux pour le bon déroulement de l'événement. Alors, comme intervenante, nous avons aujourd'hui 3 intervenantes. Donc, on va débuter par une présentation de Sandrine Andrieux, euh, qui est professeure des universités, praticienne hospitalière en santé publique au CHU donc, de Toulouse. Ensuite, nous aurons l'intervention de Gaëlle Chepelin, qui est directrice de recherche à l'INSERM. Et enfin, Catherine Tagueda, qui est praticienne hospitalière au CHU également, qui nous parlera donc, du programme ICO. Le déroulé de cette matinale. Donc, Madame Andrieux, introduire cette notion de perte d'autonomie et de prévention de la perte d'autonomie. S'en suivra donc la présentation et l'explication de la Silver Santé Study, qui permet de mettre en évidence des pratiques ou modes de vie et l'impact que ça a sur le bien-être du coup, des personnes âgées. Et enfin, on terminera donc par une présentation du programme ICOP, ce programme qui a donc pour but de repérer des signes de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Enfin, on terminera on aura à peu près une quarantaine de minutes, je pense, pour les questions, pour répondre à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas tout au long de la présentation à les noter dans le chat. Nous, on reviendra dessus, du coup, pour pouvoir après les présenter aux intervenantes qui pourront y répondre. Je prends quelques minutes pour vous parler du DRAPS, donc le dispositif par le biais duquel a lieu ces matinales. Le DRAPS, c'est le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé. Il est donc porté par l'IREPS Occitanie. C'est ça qu'on a la coordinatrice au sein de l'IREPS et que nous, les référents territoriales, nous préparons ces événements-là, mais donc il est piloté et financé par l'ARS Occitanie. Donc ce programme, on essaie d'avoir une programmation qui est fondée donc sur les besoins des partenaires, des acteurs de terrain sur toute la région, et il permet donc de s'informer, se former et échanger autour des actions de prévention en promotion de la santé sur voilà, tous les départements de la région. Donc ce dispositif-là, il participe à la production et à la diffusion de connaissances en éducation pour la santé et promotion de la santé, à la diffusion d'outils, et il met en œuvre des programmes de formation continue dont les frais pédagogiques sont pris en charge par l'ARS. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, déjà bénéficié de formations par le biais du DRAPS. Donc tout ça, ce dispositif-là, il est donc porté par l'IREPS Occitanie et les CODES pour le 30 et le 34. L'IREPS Occitanie et les CODES ont plusieurs missions, plusieurs objectifs. C'est d'abord de contribuer aux politiques de santé publique et à l'animation des territoires. Ouais, il y a des référents territoriaux qui sont présents sur tous les départements occitans. De pouvoir apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action. Donc, si vous avez une action, un projet que vous voulez mettre en œuvre sur votre structure, association ou autre, vous pouvez faire appel aux référents territoriaux de vos départements pour qu'ils vous apportent un appui méthodologique dans leur construction.
Vous pouvez bénéficier d'un appui documentaire. Nous avons 2 centres de documentation. Nous avons des documentalistes. On a, on a un petit peu tout un bagage documentaire. On est là aussi pour développer la formation, renforcer les compétences et professionnaliser les interventions. Donc, l'IREPS Occitanie est aussi un organisme de formation à part entière. Et voilà. Et donc, l'IREPS a aussi pour but de concevoir et mettre en œuvre des programmes à caractère régionaux ou locaux. Voilà pour un petit peu l'identité de l'IREPS Occitanie, des CODES et donc du DRAPS. Les matinales font partie donc de ce dispositif régional. Et elles ont plusieurs objectifs. Donc, ça permet de transférer des connaissances sur les données issues de la recherche en santé publique et sciences humaines et sociales sur l'éducation, la prévention et promotion de la santé. L'idée, voilà, c'est de pouvoir mettre en avant des données de la recherche euh, tout en valorisant, soutenant des projets de terrain innovants et prometteurs, mobilisant des données probantes. Donc là, en l'occurrence, ce sera le programme ICOM. Il permet aussi d'évoquer les freins et les conditions de réussite des projets, d'aborder les questions de transférabilité de projets. Donc, c'est pour ça aussi que ce dispositif il est régional, parce qu'on peut mettre en avant des actions, des projets qui sont sur un territoire cible. Et l'idée, c'est de pouvoir après transférer ces programmes, ces actions sur d'autres territoires. Donc, c'est aussi l'objet de ces matinales, de pouvoir en discuter. Et enfin, donc, de favoriser les échanges entre professionnels et surtout avec les intervenants. Donc, je réitère, surtout n'hésitez pas à rentrer vos questions sur le chat, on y reviendra. Et donc, ça permettra d'un peu euh, aller un peu plus loin dans les propos, dans les interventions que vous aurez eues ce matin. Le programme des matinales 2023, donc vous avez sûrement été destinataire un petit peu de toutes ces invitations-là. Vous avez sûrement vu qu'il y a eu un cycle tout autour de la santé des jeunes, donc autour de la santé mentale, des conduites addictives, la vie affective et sexuelle, sédentarité, activité physique. Voilà, toujours autour euh, auprès des jeunes et en mettant en avant donc, des programmes probants. Ensuite, il y a eu la matinale du coup en novembre autour du dispositif ICARE, qui est le dispositif de parcours de soins complexes pardon, pour les patients en situation de précarité. Et du coup, la dernière matinale de l'année 2023, celle-ci qui est autour de la perte d'autonomie des seniors. Voilà le programme un peu des matinales pour 2023. Si vous n'avez pas pu forcément assister à l'une d'entre elles et que vous souhaitez la revoir, c'est tout à fait possible. Donc sur le site du DRAPS, vous pouvez voir les replays donc de ces matinales-là. Pour la matinale de ce matin, autour donc, de la perte d'autonomie des personnes âgées et de la prévention de celle-ci, vous pouvez, si ça vous intéresse, retrouver une bibliographie commentée qui a été faite par donc Marjorie Cambon, l'une de nos documentalistes, donc qui s'intitule Repérage de la fragilité des personnes âgées à domicile. C'est donc une bibliographie que vous pouvez retrouver sur le site donc de l'IREPS et aussi vous aurez le diaporama à côté du lien du replay de la matinale. Vous pourrez aussi cliquer ici pour l'avoir directement. Voilà, ça peut être aussi un document de ressources et de référence. On vous a mis également quelques liens un petit peu, donc ça, vous aurez tout ça dans ce diaporama sur le site du DRAPS. C'était vraiment un petit peu un complément. Mais donc pour ce qui est vraiment de la thématique de ce matin, je vais donc laisser la parole à Sandrine Andrieux qui va donc introduire cette notion-là. Et après, s'en suivront donc les 2 interventions et on vous retrouvera donc sur la dernière partie pour le temps d'échange. Alors, bonjour à tous. On va faire un petit essai là pour voir si le partage d'écran se fait correctement. Si vous voyez mes diapositives. C'est bon. Oui, très bien. Donc voilà, la matinale de ce matin porte sur la prévention de la perte d'autonomie des seniors, mais pour prévenir la perte d'autonomie des seniors, il ne faut pas s'adresser aux seniors, il faut s'adresser à tous. On sait aujourd'hui que les programmes de prévention de la perte d'autonomie sont efficaces s'ils démarrent d'autant plus tôt dans la vie et même à tous les âges de la vie, parce qu'en matière de promotion de la santé et de prévention, il y a des
on va dire, il y a des façons de préparer son vieillissement réussi qui commencent très tôt, même en amont de la perte des fonctions. Alors, si on regarde les deux questions auxquelles finalement ce matin on pouvait répondre, c'est peut-être quand même un petit point d'inquiétude, hein, pourquoi l'espérance de vie aujourd'hui augmente moins ou peut-être moins vite qu'avant, et est-ce qu'on peut agir sur les trajectoires de vieillissement à partir d'un certain âge? C'est-à-dire, est-ce que il faut attendre ou est-ce qu'il faut agir quel que soit l'âge de la vie et qu'attendre de ces mesures de prévention? Donc, dans un premier temps, je ferai peut-être un petit focus sur les origines du vieillissement pour bien comprendre le poids de la prévention aujourd'hui qui explique l'augmentation de l'espérance de vie, puisque jusqu'alors, on avait un vieillissement de la population qui était surtout lié à la diminution de la natalité et de la mortalité aux âges relativement précoces de la vie, grâce à tout ce qu'on a pu mettre en place en matière d'hygiène de vie surtout, et de lutte contre les maladies infectieuses. Mais depuis les années 2000-2010, on assiste à une diminution de la mortalité aux âges très élevés. Et ça, c'est un phénomène qui est quand même nouveau, qui est très marqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on gagne des années de vie, c'est surtout lié aux maladies chroniques, à la gestion des maladies chroniques, et c'est surtout lié à la prévention de ces maladies chroniques. Donc aujourd'hui, l'espérance de vie, le gain d'espérance de vie se fait aux âges très avancés, puisque chez les femmes, 80% des gains d'espérance de vie ont lieu après 70 ans. Vous voyez, on gagne presque rien avant 70 ans, on le gagne après 70 ans, on gagne 60% des gains après 80 ans. Chez les hommes, c'est un petit peu moins marqué, les gains sont un petit peu moins centrés sur les âges très avancés, mais quand même, on les observe dès 50 ans, où 45% des gains d'espérance de vie chez les hommes viennent de la baisse de la mortalité après 70 ans. Vous voyez que quand même aujourd'hui, quand on gagne des années, ça se fait surtout à un âge élevé et surtout en lien avec les phénomènes de prévention qu'on a pu mettre en place. Alors, on a eu des siècles de progrès qui ont montré finalement une espérance de vie qui a triplé en 2 siècles. En 1750, la plupart d'entre nous ne seraient plus là. L'espérance de vie était de 25 ans. Elle a dépassé 80 ans en France en 2004. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus finalement réservé sur cette augmentation. Alors, je ne vais peut-être pas parler de la période Covid qui est très particulière, hein, où là, on a perdu 6 mois d'espérance de vie en un an. Mais l'espérance de vie après ce phénomène Covid recommence à augmenter, mais peut-être dans une moindre proportion par rapport à ce qu'on a pu observer dans les dernières décennies. Alors, cette diminution, enfin, cette augmentation, on va dire, relative et un petit peu moins rapide de l'espérance de vie est liée au fait que la structure de mortalité de notre population a changé. On mourait beaucoup des maladies cardiovasculaires, on meurt de plus en plus de cancers. Et donc, si pendant les dernières décennies, on a augmenté l'espérance de vie, c'était en partie dû au fait qu'on a vu un effondrement de la mortalité cardiovasculaire. Et c'est les progrès de la prévention qui ont conduit à cette augmentation de l'espérance de vie. Aujourd'hui, si on voulait continuer à avoir le même effet positif sur l'augmentation de l'espérance de vie, il faudrait être aussi efficace sur le cancer qu'on l'a été sur les maladies cardiovasculaires. Donc, vous voyez qu'on a de bons résultats en matière de cancérologie, mais les choses ne sont pas encore au même niveau que ce qu'on a pu observer pour les maladies cardiovasculaires. Alors, comment est-ce qu'on peut se représenter la santé des seniors, des personnes vieillissantes aujourd'hui? Alors, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, d'autant plus qu'on arrive à un âge avancé, tout le monde a des maladies. La santé, on l'oriente plutôt, et c'est l'OMS qui nous y pousse finalement, à se poser la question sur les troubles fonctionnels. C'est plus en matière de difficulté à effectuer des activités de la vie que l'on va caractériser des sujets vieillissants plutôt que le fait d'avoir une maladie, si elle est bien gérée, une maladie finalement peut ne pas être très invalidante. Donc, les dernières données de l'adresse, c'est-à-dire sur des larges, alors là, on parle de plus de 15 000 personnes qui ont 60 ans et plus. Quand on les interroge, ici, c'est la partie sur les 75 ans et plus, quand on les interroge en France sur la prévalence de leur maladie chronique, ils sont 70% à déclarer une maladie, mais vous voyez, ils sont quand même près de 50% à déclarer des difficultés dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, c'est-à-dire la capacité à aller faire ses courses, à gérer son budget, à gérer ses médicaments tout seul. Donc, la moitié de la population, après 75 ans, a des difficultés. Alors, les difficultés, elles commencent avant. Et c'est pour ça que l'enjeu de la prévention, il commence plus tôt.
à partir de 55 ans, 50% des personnes déclarent des problèmes de santé, des difficultés dans la vie quotidienne, et c'est 70% après 70 ans. Donc, est-ce qu'on peut modifier cette trajectoire de vieillissement? Quel est l'apport de la prévention? Comment ça peut marcher? J'ai pris l'exemple de la maladie d'Alzheimer, qu'on va voir rapidement, parce que c'est quand même un résultat très positif qu'on a observé ces dernières années. Quand on regarde, c'est juste un exemple, mais de nombreuses études ont montré la même chose, quand on regarde l'évolution de la fréquence de l'incidence de la maladie d'Alzheimer, on voit que depuis les années 90, cette incidence diminue à tous les âges de la vie et elle diminue dans tous les pays. Alors qu'on s'attendait à avoir une augmentation de l'incidence de la maladie d'Alzheimer parce qu'on a un petit peu plus de facteurs de risque comme l'obésité ou les événements cardiovasculaires, parce qu'on porte plus d'attention à cette maladie, on s'attendait à avoir une augmentation du nombre de cas de la maladie. Et finalement, dans les pays industrialisés, comme l'Europe et la plupart des pays d'Europe et l'Amérique du Nord, sur des échantillons assez conséquents de près de 50 000 personnes, on observe une diminution de 13% tous les 10 ans de la démence de type Alzheimer, et surtout chez les hommes. Donc ça se traduira par des diminutions conséquentes du nombre de cas, mais voyez que cette diminution, elle est certainement liée à un meilleur niveau d'éducation qui se traduit tout de suite sur des meilleures performances cognitives, à une meilleure gestion des facteurs de risque, en particulier les traitements, la diffusion des traitements préventifs dans le domaine cardiovasculaire dans les années 90. Donc, le dernier schéma, on va dire, à la mode en matière de prévention de la maladie d'Alzheimer, c'est cette figure qui montre bien tous les facteurs auxquels on est exposé tout au long de notre vie, en commençant par des facteurs protecteurs, très tôt dans la vie, le niveau d'éducation. Après, à l'âge moyen de la vie, on est exposé à d'autres facteurs de risque comme la perte auditive, les traumatismes crâniens, l'hypertension, la prise d'alcool excessive, l'obésité. Et plus tard dans la vie, on retrouve des facteurs comme le tabac, la dépression, l'isolation sociale, l'inactivité physique, la pollution atmosphérique et le diabète. Et tous ces facteurs-là, mis bout à bout, il manque la nutrition sur cette figure, mais expliquerait 40% des cas de la maladie d'Alzheimer. Donc, on pourrait potentiellement éviter 40% des cas. Donc, ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est qu'on a analysé finement tous les essais d'intervention qui avaient été publiés depuis les années 90 dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et on a regardé si ces essais, qui sont le plus haut niveau de preuve, étaient positifs ou négatifs. Donc, on a conservé ceux qui avaient une bonne méthode et on a observé que la plupart de ces essais sont négatifs et relativement peu sont positifs. On retrouve dans les essais positifs une étude multidomaine qui montre que quand on agit sur plusieurs facteurs à la fois, il semblerait qu'on soit un petit peu plus efficace en matière de prévention du déclin des fonctions cognitives. C'est un essai Finger qui a finalement étudié l'efficacité cumulée de l'activité physique, la nutrition, la gestion optimale des facteurs de risque cardiovasculaire dans une population très à risque de développer la maladie d'Alzheimer. Ce qui est important de noter, c'est qu'à ce jour, aucun essai n'a été répliqué. C'est-à-dire que quand on a un essai positif, s'il n'est pas répliqué, le niveau de preuve reste faible. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place cette prévention? C'est parce qu'on voudrait éviter de subir le déficit des dents qui nous aide à vivre à domicile quand on est âgé. Dans les années à venir, on voit que les aidants potentiels vont diminuer alors que les personnes à risque de perte d'autonomie, en particulier liées aux troubles cognitifs, vont augmenter de façon exponentielle. Voilà, donc maintenant, on va voir deux exemples de prévention. Un exemple qui est directement issu du domaine de la recherche, un exemple d'étude d'intervention, et puis un exemple qui repose sur la diffusion d'une intervention qui est supposée efficace, on va voir pourquoi, et qui fait l'objet aussi de recherche, mais qui a été mise en place, développée par l'OMS et qui est très bien diffusée dans la région Occitanie. Voilà, je vous remercie et peut-être qu'on répondra aux questions à la fin des autres interventions. Je vais laisser la parole maintenant à Gaëlle Chetela pour l'intervention suivante. Bonjour à tous, donc je suis Gaëlle Chetela, je suis directrice de recherche à l'INSERM et j'anime à Caen une équipe de recherche INSERM, Neuroprésage, qui s'intéresse au vieillissement, au bien-être et à la santé mentale dans le cadre du vieillissement, à la maladie d'Alzheimer notamment, et à d'autres maladies neurologiques.
Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet Silver Santé Study ou Meditaging qui a été développé. C'est un projet européen que je coordonne et qui a été développé notamment avec des acquisitions au sein de l'équipe Neuroprésage que je coordonne. Dans cette équipe, nous nous intéressons à différentes problématiques liées à la maladie d'Alzheimer, au vieillissement, aux troubles d'usage de l'alcool, au sommeil, et notamment dans les sujets qui nous concernent aujourd'hui, aux facteurs de vie qui, tout au long de la vie, vont améliorer le bien-être et la santé mentale et vont avoir un impact sur les risques de maladie d'Alzheimer, comme on l'a vu précédemment. Et notamment, on va parler de méditation. Comme nous l'avons vu, c'est un sujet important parce qu'on a une augmentation de l'espérance de vie et donc une augmentation du nombre et de la proportion de personnes âgées, ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais il faut reconnaître que avec le vieillissement de la population, on a une augmentation du risque de certaines maladies ou conditions qui sont plus fréquentes alors qu'on prend de l'âge. Il y a la dépression de fin de vie, par exemple, ou en tout cas la dépression alors qu'on prend de l'âge, qui touche 10 à 15% des plus de 65 ans. Les problèmes de sommeil, qui, eux, vont jusqu'à toucher plus de 50% des plus de 65 ans. Et enfin, la démence, dont, comme on l'a vu, le risque augmente de façon exponentielle avec l'âge. Les problèmes de sommeil vont eux-mêmes être liés à une diminution de la santé mentale, donc augmentation de dépression ou symptômes dépressifs, stress, anxiété. Également peuvent être associés à un déclin cognitif et sont également des risques que de démence. Donc il y a un cercle vicieux qui vient dégrader la qualité de vie. Avec l'âge, comme on l'a vu, certains de ces facteurs vont avoir tendance à augmenter et donc on va augmenter le nombre d'années passées avec une qualité de vie qui peut être dégradée. Et nous pensons que la méditation correspond à un entraînement mental qui pourrait au contraire avoir un impact positif sur ces facteurs et donc améliorer la qualité de vie, notamment des personnes alors qu'elles prennent de l'âge. Vous avez vu cette courbe précédemment. Si on regarde les personnes de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans, eh bien, vous voyez que la dépression, la santé mentale en général, la dépression en particulier, est un des facteurs de risque les plus importants pour la maladie d'Alzheimer. Et donc, il convient de réduire les symptômes dépressifs et la dépression. Et dans les interventions multidomaines, notamment Finger qui a été cité précédemment, eh bien, les facteurs de risque plus émotionnels ne vont pas être directement ciblés par ces interventions multidomaines. Elles vont s'intéresser aux facteurs de risque cardiovasculaire, à l'inactivité physique, à l'inactivité cognitive également, mais elle ne va pas cibler avec une intervention qui est directement destinée à réduire les facteurs de risque émotionnels, psycho-affectifs du vieillissement. Qu'est-ce que la méditation ? D'abord, avant de dire ce qu'est la méditation, il faut peut-être enlever les idées préconçues qui sont fausses sur la méditation. Ce n'est pas une pratique religieuse, ça peut être pratiqué de façon tout à fait laïque. On n'est pas obligé d'être assis en lotus, et d'ailleurs, on n'a pas obligé d'être assis, on peut méditer debout. Il ne faut pas forcément être reclus dans une grotte à 8000 mètres d'altitude. On peut méditer dans son bureau. On n'est pas obligé de méditer pendant plusieurs heures. On peut méditer 2, 3, 5 minutes pendant son trajet pour aller au travail, par exemple. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il est nécessaire de faire de façon immobile, sans bouger. On peut tout à fait méditer en marchant. Et puis, ça ne marche plus. Voilà, on n'est pas obligé de garder les yeux fermés. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé toutes ces idées préconçues, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la méditation, c'est en fait une large famille de pratiques. Il n'y a pas une seule pratique, il y a plusieurs types de pratiques différentes, mais en tout cas, c'est un entraînement mental. Donc, ce n'est pas rien faire, ce n'est pas se vider l'esprit, ce n'est pas se relaxer, c'est un entraînement mental, un exercice mental. Il va y avoir plusieurs types d'exercices qui consistent à la régulation émotionnelle et attentionnelle et qui sont notamment destinés au développement, à la culture du bien-être et de l'équilibre émotionnel. Donc, c'est le plus souvent une pratique séculaire de méditation qui est utilisée dans la recherche scientifique
Et dans ce qui va suivre, on va parler de 2 types de pratiques de méditation en particulier. La méditation pleine conscience, qui consiste à cultiver une conscience vigilance de ses pensées, de ses actions, de ses émotions, de ses motivations, de ses sensations, et en ciblant directement les capacités de régulation de l'attention et des émotions, ce qui est particulièrement important dans le contexte du vieillissement. Et on parlera également de méditation compassion-bienveillance, qui consiste à cultiver, par cet entraînement mental, la bienveillance, l'acceptation et le soin de soi et des autres. Nous allons plus particulièrement parler du programme Silver Santé Study ou encore Meditaging, qui est le terme scientifique, l'appellation scientifique. C'est un large projet européen qui vise à investir l'impact d'un entraînement à la méditation sur le bien-être et la santé mentale des populations vieillissantes. C'est un projet européen qui regroupe 11 partenaires dans 6 pays européens, qui est organisé en work package ou groupe de travail. On va s'intéresser dans ce projet européen à l'impact de la méditation de la méditation, mais également des autres facteurs de vie. Et donc, on a Antoine Nuss, expert neurosciences de la méditation à Lyon, Julie Gonod, experte des facteurs de vie dans mon équipe à Caen. Et on va s'intéresser à l'impact de la méditation et des autres facteurs de vie sur, à droite, Cognition et bien-être, qui est un groupe de travail animé par Nathalie Marchand en Angleterre, et sur les biomarqueurs du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer, que ce soit les biomarqueurs de neuroimagerie, des biomarqueurs sanguins, plus particulièrement pris en charge par Géraldine Poinel, et des biomarqueurs et des marqueurs ou des mesures de sommeil qu'on explore sur toutes ces coutures avec Géraldine Roche, également à Caen dans mon équipe. Et on va s'intéresser aux mécanismes d'action. Donc, on a parlé que la méditation, eh bien, elle agissait via notamment la régulation attentionnelle et émotionnelle. Et donc, on a une spécialiste de l'attention, Fabienne Colette, en Belgique, et puis Olga Klimecki et Patrick Vuillemier à Genève, qui vont plus particulièrement s'intéresser au processus émotionnel. On a également tout un groupe d'enseignants de méditation, mais aussi d'anglais, on le verra, qui est l'intervention contrôle, et qui ont aidé à construire ce programme européen et donc eu un impact très important dans le cadre de cette étude. Alors, avant de lancer ce gros projet européen, on manquait de données dans le cadre du vieillissement sur l'impact de la méditation, notamment en neuroimagerie. Et donc, nous avons lancé une étude pilote sur 6 experts méditants, dont on a comparé le métabolisme cérébral avec celui de personnes qui n'avaient pas médité et qui étaient âgées entre 20 et 87 ans. Donc, vous avez ici le profil de diminution de fonctionnement cérébral avec l'âge. C'est la diminution normale qu'on observe alors qu'on prend de l'âge dans le cerveau. Vous voyez, les régions en rouge sont celles qui sont le plus concernées par cette diminution de métabolisme avec l'âge. On retrouve le cortex frontal, l'insula, voilà des structures que l'on sait être particulièrement touchées, le cortex singulaire antérieur également. Et vous voyez en bas à gauche, en bleu, chaque point représentant une personne, et bien que entre 20 et 90 ans, qui est l'abscisse, on a une diminution du métabolisme cérébral, notamment dans ces régions les plus touchées avec l'âge. Si on regarde les 6 experts méditants, qui étaient tous âgés de plus de 60 ans, eh bien, vous voyez ici qu'ils se situent sur la partie supérieure de celle des contrôles. Et quand on regarde par rapport à un groupe contrôle du même âge, donc si on compare à un groupe contrôle âgé de 55 à 75 ans qui n'avait jamais médité, par rapport à ce groupe d'experts de méditation qui avaient médité plus de 10 ans, avec plus de 10 000 heures de méditation dans leur vie, eh bien, vous voyez qu'ils ont un niveau de métabolisme cérébral particulièrement préservé par rapport au groupe contrôle. Voilà le projet Meditaging Silver Santé Study. Il se compose de 2 études, à gauche en vert l'étude SCD-Well et à droite l'étude Age-Well. Dans l'étude SCD-Well, qui était coordonnée par Nathalie Marchand en Angleterre, eh bien, vous voyez qu'on avait recruté des patients qui se plaignent de leur mémoire. On les appelle SCD pour Subjective Cognitive Decline. Donc, ils ont un déclin cognitif qui est subjectif. Eux-mêmes trouvent que leur mémoire fonctionne moins bien qu'elle n'a fonctionné, mais au test, ils n'ont pas de performance déficitaire.
Donc, ces patients sont anxieux, ils ont peur que leurs troubles de mémoire soient les premiers signes d'une maladie d'Alzheimer, ils vont consulter leur médecin et on ne trouve pas de troubles cognitifs avérés, donc on va les suivre. Dans cette étude, nous avons recruté ces patients SCD avec troubles cognitifs subjectifs, 147 patients recrutés en France, à Londres, en Allemagne et à Barcelone, et ils ont reçu des tests comportementaux et sanguins. Ensuite, ils ont été répartis au hasard dans 2 groupes, un groupe méditation et un groupe contrôle actif. Le groupe contrôle actif, c'était une intervention d'éducation à la santé que l'on sait avoir un impact positif sur le bien-être et la santé mentale des personnes, notamment dans le SCD, avec une prise en charge qui était comparable à celle dans la méditation, c'est-à-dire une intervention de groupe 1 fois par semaine pendant 8 semaines. Et donc, à la fin des 8 semaines d'intervention, de méditation ou d'éducation à la santé, eh bien, on refaisait les tests comportementaux et sanguins. Et puis, des tests comportementaux est également fait à plus long terme, c'est-à-dire 6 mois après la fin de l'intervention. Nous nous intéressions au niveau d'anxiété qui est particulièrement élevé dans ce groupe. Vous voyez que le niveau d'anxiété dans le groupe SCD était au-dessus du niveau clinique. Donc, ils avaient un niveau d'anxiété clinique modéré. Et puis, après les 8 semaines de méditation, eh bien, on arrivait à faire diminuer significativement le niveau d'anxiété pour le passer à un niveau sous-clinique. Et ce bénéfice était maintenu à la visite de 6 mois. Et cet effet était similaire à celui obtenu avec un programme d'éducation à la santé. Donc, on a un bénéfice de diminution de plus de 3 points pour la méditation, 2,4 points pour l'éducation à la santé à l'échelle d'anxiété. Donc, une différence qui n'est pas significative entre les 2 groupes, mais qui est significative par rapport à si on regarde les études qui avaient un groupe passif où rien n'était proposé, eh bien, en général, chez les personnes de plus de 50 ans, on a une augmentation de 2 points à cette échelle d'anxiété sur une même durée de 8 semaines. Si on s'intéresse maintenant à l'étude Agewell. Dans l'étude Agewell, nous avons recruté 137 seniors de plus de 65 ans. Ils ont été examinés au moyen de différents outils complémentaires, des tests pour évaluer les fonctions cognitives, mais aussi différentes mesures comportementales, des questionnaires pour évaluer leur mode de vie, mais également leur bien-être, leur niveau de symptômes dépressifs, anxieux, etc. Des examens d'imagerie complémentaires pour mesurer la structure, le fonctionnement du cerveau, la connectivité. On a examiné le sommeil sous toutes ses coutures avec des échelles, des questionnaires, mais aussi une polysomnographie, une actinographie. Et puis enfin, on a fait des tests sanguins pour mesurer différents facteurs dans le sang, par exemple en lien avec la qualité du vieillissement et les risques de maladie d'Alzheimer. Ensuite, les 137 participants ont été répartis complètement au hasard dans un groupe, soit qui va méditer pendant 18 mois, soit qui va apprendre l'anglais, une langue étrangère pour eux, puisqu'ils étaient tous français, tous recrutés à Caen. Donc, l'anglais et comme intervention contrôle actif. Et puis, il y avait un 3e groupe, le groupe sans intervention, qui avait comme instruction de ne pas changer ses habitudes, mais de ne pas ni méditer, ni apprendre l'anglais pendant les 18 mois de suivi. Au terme des 18 mois, eh bien, ils avaient l'ensemble des évaluations qui avaient été faites avant l'intervention, qui étaient répétées à ce moment-là. Les interventions consistaient pour la méditation, un entraînement mental à la réduction du stress et à la régulation des émotions, des régulations émotionnelles et attentionnelles, 9 mois de méditation pleine conscience et 9 mois de méditation compassion et bienveillance, donc les 2 méditations que je vous ai définies au départ. Et puis, le groupe contrôle actif avait une intervention d'anglais, d'apprentissage de l'anglais, donc de stimulation cognitive par l'apprentissage d'une langue étrangère. Pour les 2 interventions, elles étaient appariées pour différents paramètres et notamment, elles avaient toutes 2 2 heures de pratique en groupe par semaine avec un enseignant expert. Puis tous les jours, les participants devaient pratiquer 20 minutes ou plus
de façon indépendante chez elles, donc avec le support d'une tablette si elles le souhaitaient, qui leur était fournie. Et puis elles avaient également, au cours des 18 mois, une journée entière de pratique intensive, que ce soit de méditation, donc une mini-retraite de méditation d'une journée, ou pour l'anglais, consistait à un voyage dans les îles anglo-saxonnes où elles étaient amenées à parler anglais toute la journée. Donc, cette étude a fait l'objet d'un film documentaire qui vient de sortir dans les salles suisses par un réalisateur suisse qui sortira peut-être plus tard dans d'autres pays. Ce film, Golden Senior, a suivi l'histoire de ce projet de programme de recherche européen et notamment le parcours de 3 participants qui ont été répartis dans le groupe méditation et donc l'aventure qu'ils ont vécue en participant à ce protocole de recherche, à la fois en faisant tous les examens qui étaient nécessaires et puis en faisant le programme de méditation pendant 18 mois et puis ce qu'ils vivaient tout au long de ce programme au cours de leur vie. Je vous propose de regarder le teasing de ce film documentaire. C'est bien de vivre de plus en plus longtemps, mais c'est important de vivre de plus en plus longtemps en bonne santé. Dans le cas du vieillissement, on a une augmentation de la dépression, des problèmes de sommeil, du déclin cognitif. C'est aussi des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer. Donc vous êtes partant? Oui, je suis partante. Oui. Et donc là, j'ai repéré le sommet de votre crâne. Pas de décharge électrique, tout Non. va bien. Ça va aller cette nuit? Ah bah écoutez, j'espère que je vais passer une nuit correcte quand même. Hein. On verra ça demain matin. L'hypothèse de travail, c'est qu'on va modifier l'évolution normale du vieillissement par cette intervention. Et donc il faut une intervention lente pour montrer cette modification de la trajectoire. Donc l'idée, ça serait aussi de savoir si la méditation, qui est encore plus focalisée sur un entraînement de l'esprit, protégerait encore davantage du vieillissement par rapport à un engagement intellectuel constant de gens qui ne cessent de lire, de réfléchir, d'écrire, de créer. Et on nous a parlé d'une conférence sur le vieillissement. Et en réalité, c'était un peu une conférence pour le recrutement. Je me suis inscrite le jour même, en fait. Et je me suis retrouvée dans le groupe méditation. Et alors attendre, la méditation va m'aider quoi? À me trouver mieux? À me trouver mieux? À être plus satisfaite de ce que je fais? Les pieds sont bien à plat au sol. Votre dos est bien droit. Et les muscles détendus. Laissez votre souffle se mouvoir tel qu'il est. Et vraiment, je trouve ça fantastique, en fait, la méditation sur les sons. Bon, j'ai la chance d'être à la campagne, donc les oiseaux sont présents, etc. Et j'entends vraiment des bruits que je n'avais pas du tout l'habitude de percevoir, quoi. Je crois vraiment qu'il faut beaucoup de temps, Je dirais que dans les moments ultimes, la difficulté reste. On a tous subi des petits traumatismes. Et en fait, en méditant, eh bien, on fait résonner ces traumatismes qui sont inscrits dans notre corps. Et la méditation va nous permettre de leur faire de la place et de les accepter. Et c'est là que la compassion, le champ de la compassion va s'appliquer. La compassion commence quand on accepte de se connecter avec ce qui est difficile. L'insula, le frontal médian, le singulaire postérieur. Et donc on voit que c'est bien préservé. Et si tu regardes, c'est vraiment les régions. C'est exactement la même région que du vieillissement. C'est ça, c'est frappant. Quand ma mère est décédée en septembre 2019,
J'ai repensé à la méditation sur la gratitude et j'ai essayé de repenser au maximum à la chance que j'avais eue d'avoir eu une mère comme ça et de l'avoir eue si longtemps. Finalement, il n'y a pas de centre dans le cerveau. C'est un peu comme des nuées d'oiseaux dans le ciel qu'on voit parfois, ce sorte de tout qui émerge, et qui peut se suivre. Il y a une cohérence qui se forme. C'est auto-géré, auto-émergent, c'est sans centre. Voilà, je vais maintenant vous présenter. Il y a plusieurs façons de présenter les résultats. Il y a les résultats des mesures qu'on a effectuées, des mesures quantitatives, et puis il y a également sur les aspects plus qualitatifs, le discours des participants qu'on voit à travers un peu ce film et puis différents questionnaires qu'on leur a fournis. Concernant ce qu'on appelle les critères primaires d'évaluation, c'est-à-dire que dans une étude clinique, pour regarder l'efficacité soit d'un médicament, soit d'une intervention non pharmacologique comme celle que nous avons proposée dans ce programme, eh bien, il faut définir des critères primaires d'évaluation, c'est-à-dire 2, 3 mesures, quelques mesures, peu, qui nous servent à évaluer l'intervention. Nous avions choisi comme mesure des mesures de neuroimagerie, donc la structure et la fonction de 2 régions cérébrales, l'insula et le cortex singulaire antérieur, et nous avions également choisi des mesures comportementales qui reflètent les capacités qui sont censées être développées par un entraînement à la méditation. Nous n'avons pas trouvé d'effets significatifs sur le cerveau. On voit ici que ces traits ici, avec la moyenne, représentent l'effet de la méditation. Si c'est sur la droite, eh bien c'est en faveur de l'effet de l'intervention, pardon. Si c'est à droite, en orange, c'est en faveur de la méditation. Et puis à gauche, en défaveur de la méditation. Donc on est un petit peu en faveur de la méditation, mais pas suffisamment pour considérer qu'on a un effet significatif. Sur la structure, ce n'est pas du tout le cas. Sur le fonctionnement, on parle d'une tendance, c'est-à-dire que c'est presque à droite complètement du trait, mais pas tout à fait. Et donc, comme ça n'atteint pas notre seuil, on parle d'une tendance. On a tendance à avoir un effet sur le fonctionnement, mais ce n'est pas encore assez fort pour dire qu'on a un effet. Il faudrait peut-être plus de temps ou plus de personnes pour le montrer. Par contre, les mesures comportementales, on a un effet significatif sur la régulation socio-émotionnelle, sur une meilleure connaissance de soi et des autres, une meilleure compréhension de soi et de notre relation aux autres, et puis sur également la régulation attentionnelle et un score global. Donc un impact positif de la méditation, significatif pour ces 3 mesures, et puis une tendance à nouveau pour la connaissance de soi. On a regardé également l'impact sur différentes mesures du bien-être, puisque c'est une mesure qui nous a semblé particulièrement importante à leur comprendre l'âge. Donc des échelles classiques de bien-être qui correspondent à des questionnaires, et puis des échelles qui sont plus adaptées et qui correspondent à des scores qui représentent ce que l'on pense être important à cultiver lors de la méditation. Donc un degré de conscience, un degré de connexion aux autres, et puis de connaissance, de compréhension. Vous voyez ici qu'on voit un impact significatif de la méditation par rapport au groupe notamment anglais ou contrôle sur ces 3 sous-scores, conscience, connexion et compréhension, insight, et également sur l'échelle globale. Donc ces 3 scores étant, qu'on pense être particulièrement importants pour cultiver le bien-être et l'épanouissement alors qu'on prend de l'âge. Je vous propose pour terminer dans les quelques minutes qui restent, juste un petit témoignage d'une participante qui a été questionnée sur ce qu'elle a pensé du programme.
Alors c'est vrai que initialement j'étais plutôt tentée par l'apprentissage ou la révision de l'anglais. Ça a été la méditation et je ne le regrette absolument pas. Ça a été pour moi une découverte qui est devenue une addiction. L'apprentissage n'a pas été réellement un défi. Je dirais plutôt que c'était facile dans la mesure où j'y prenais beaucoup de plaisir. Je suis certaine d'avoir tiré profit de cette étude. Je fais les choses différemment, j'apprécie plus, ça je l'ai déjà dit, des tas de choses. Peut-être je suis devenue plus raisonnable, je ne sais pas s'il en était besoin, enfin voilà. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer, si j'en ai la possibilité. Ce cours de méditation, ce qui m'a plu, c'était d'abord, premièrement, d'y participer, deuxièmement, le groupe qui était très intéressant. Et je dois dire qu'au début, ça changeait pratiquement rien, puisque, comme je le dis, je suis quelqu'un d'éternel optimiste, je suis bien dans ma peau, hein, bien dans sa tête, bien dans son corps, qu'on dit. Par contre, par la suite, ça m'a peut-être un petit peu plus tempéré, parce que je suis quelqu'un de assez speed. Donc, vu l'évolution, ça m'a donné plus de réflexion et en faisant la méditation le soir, chez moi, tout ça, c'est... Et moi, Dixit, mon épouse, hein, si vous voulez, Dixit, mon épouse, qui m'a dit, bah dis donc, ça te fait du bien. Et même quand j'étais dans la journée et que je rentrais, j'étais un petit peu, elle me dit, ta méditation, vas-y, un quart d'heure, 20 minutes, ça va te faire du bien. D'autres résultats ont été obtenus. Vous pouvez suivre l'ensemble des publications de ce projet, toujours en cours d'analyse sur le site silversantéstudie.eu. Nous avons également, après ces 18 mois de suivi, proposé un suivi à plus long terme, 30 mois après la fin de l'intervention, qui permettait également, pendant la période de Covid, qui s'est effectuée pendant la période Covid, de mesurer certains aspects de stress, d'anxiété et d'autres aspects psycho-affectifs liés à cette période. Et donc, un suivi à plus long terme pour étudier l'impact de l'intervention à plus long terme. Nous avons également développé une appli de méditation, toujours en cours de développement, qui devrait être disponible courant 2024 et qui vise à proposer ce programme de méditation spécialement développé pour cette étude européenne et dédié aux personnes seniors et sur 18 mois. Et donc, vous pouvez, si vous êtes intéressé, écrire à l'adresse meditaging-app@ciceron.fr et nous vous tiendrons informés lorsque cette appli de méditation sera disponible. Elle visera également à continuer à récolter des données de la recherche pour continuer à améliorer, optimiser cette appli et cette intervention de méditation. Sur le site silversantéstudie.fr, vous trouverez toutes nos nouveautés et sur le site neuroprésage.fr de mon équipe, eh bien, vous trouverez également tous les renseignements et résultats et travaux que nous conduisons. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Du coup, voilà, je vois qu'il y a quelques questions qui sont soulevées et qui sont écrites dans le chat. On y reviendra à la fin des présentations. On va laisser maintenant la parole du coup à Catherine Takeda pour la présentation donc, du programme ICOP. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Takeda, je suis gériatre et j'ai la particularité d'avoir la pratique exclusive tournée autour du programme ICOP dont j'ai l'honneur de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Donc le programme ICOP, c'est l'acronyme anglais de soins intégrés de la personne âgée. C'est un programme de prévention de l'Organisation mondiale de la santé et c'est un programme de prévention de la dépendance. Donc, ce programme, il a comme objectif, en fait, le bien vieillir. Et donc, l'Organisation mondiale de la santé a défini le bien vieillir comme le maintien des fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Et l'Organisation mondiale de la santé a ciblé ce qu'on appelle la capacité intrinsèque, qui va permettre à travers 6 domaines de bien vieillir. Donc, les 6 domaines d'intérêt sont la cognition, la mobilité, la nutrition, l'audition, la vision, et la psychologie. Et l'objectif, c'est une intervention précoce dès 60 ans, basée du coup sur une médecine participative et intégrative des seniors et qui va s'appuyer sur des outils numériques que je vais vous présenter. Et ça va s'adresser surtout aux professionnels du premier recours.
Ça s'articule autour de 5 étapes. Une première étape de repérage à l'aide d'un outil simple qui va permettre d'identifier les 6 fonctions. Et quand il y a une anomalie au test de repérage qui n'est pas connue, pas pris en charge, on proposera une évaluation plus approfondie, ciblée sur les fonctions atteintes pour essayer d'identifier une explication, regarder s'il y a des pathologies associées et de manière plus globale, étudier l'environnement social et environnemental du senior pour proposer un plan de soins personnalisé. La particularité du programme, c'est vraiment qu'on va cibler les fonctions et plus les pathologies. Et on va construire le plan de soins en partenariat avec le médecin traitant, le senior et les évaluateurs de l'étape 1 et 2. Ça va permettre du coup de construire un parcours de soins, alors pas forcément en lien avec des pathologies, mais vraiment lié aux fonctions. Et dans cette étape 4, on va proposer une réitération tous les 6 mois de ce fameux test de repérage pour pouvoir avoir un suivi dans le temps des fonctions. Après, l'étape 5, c'est une étape transversale où en fait, il y a deux versants, une implication des collectivités au sens large qui peut intervenir à chacune des étapes et aussi un point fort du programme, c'est le soutien aux aidants qui sont parfois des grands oubliés pour lesquels on peut les rattacher à travers le suivi de leurs fonctions. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé à travers ce programme, c'est de réduire le nombre de sujets dépendants de 15 millions d'ici 2025 dans le monde et ça représente à l'échelle de la France environ 150 000 seniors qu'il faudrait essayer de prévenir de la dépendance. Le déploiement du programme en France, il s'est fait en 2 vagues. Dès 2019, avec l'apparition du programme ICOP par le Gérontopole de Toulouse en tant que centre collaborateur de l'OMS et avec le soutien de l'ARS Occitanie. Et on s'appuyait sur l'équipe régionale de vieillissement et de prévention de la dépendance qui est en place depuis 2012 et qui travaille au niveau de la région pour prévenir déjà la prévention de la dépendance en amont du programme ICOP. Et après, la deuxième phase, ça a été le déploiement national dès 2022 à travers une expérimentation portée par le ministère de la Santé et de la Prévention à travers un article 51 où on a 13 projets qui ont été retenus sur 9 régions et qui déploient le programme ICOP. Donc, la région Occitanie, elle a la particularité en fait d'avoir une double expérimentation nationale par l'article 51, par 3 porteurs, le Gérontopole, la DAC 46 et Filieris, dont l'objectif cible est d'inclure d'ici 2024 15 000 seniors, et en parallèle, l'expérimentation régionale qui permet en fait d'être la seule région en France où tous les seniors de 60 ans et plus peuvent bénéficier du programme. Et pour l'expérimentation régionale, on a une cible de 50 000 seniors inclus d'ici fin 2024. Pour pouvoir accompagner le déploiement de ce programme, il y a eu des rémunérations qui ont été travaillées par des actes dérogatoires pour le repérage 18 €, la gestion d'alerte 11 € et l'évaluation approfondie, elle est modulée selon le nombre de fonctions qui seront évaluées. À la suite de cette évaluation, il y a une réunion de coordination qui est prévue entre le médecin traitant et l'évaluateur de l'étape 2 et pour la restitution du plan de soins en entretien motivationnel. Le déploiement du programme ICOP en Occitanie s'est découlé en 4 étapes. Alors, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc, pour commencer, on a la plateforme ICOP Monitor qui est constituée en fait de 2 parties distinctes. D'une part, les outils numériques que je vais vous présenter. Donc, il y a la partie pour réaliser l'étape 1 de repérage, on a l'application ICOP Monitor qui est téléchargeable gratuitement sur les stores et un robot conversationnel ICOP Bot Monitor qui lui est accessible depuis un ordinateur. Ces 2 outils vont permettre de réaliser l'étape de repérage, donc à l'aide d'outils, c'est des petits questionnaires ou de tests. En une dizaine de minutes, vous allez pouvoir évaluer les sites domaines clés et ça va être transmis, ces données, automatiquement vers la base de données ICOP Monitor, où là, cette base de données, elle est réservée uniquement à des professionnels de santé qui vont permettre d'analyser ce repérage, donc assurer la gestion d'alerte et de proposer, quand c'est des anomalies qui ne sont pas connues, pas prises en charge, d'aller à une étape plus loin, donc l'étape 2, et proposer une évaluation plus approfondie et après se mettre en lien avec le médecin traitant et dérouler le parcours ICOP.
Je vous présente à l'écran les éléments qui sont dans l'étape 1 de repérage, donc les 6 domaines dont je vous ai parlé, la cognition, où là on va s'intéresser, on va rechercher une plainte de la mémoire, s'il y a une aggravation au cours des 6 derniers mois. Il va y avoir un test de repérage et d'apprentissage de 3 mots qu'on va demander après de restituer plus tard, et une question sur l'orientation dans le temps, donc la date complète du jour. Il y aura une épreuve interférentielle avec la nutrition. On va s'intéresser à la perte de poids de manière involontaire de 3 kilos au cours des 3 derniers mois, ou une perte d'appétit. Et après, on revient sur le rappel des 3 mots. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des questions simples de réponse par oui/non. La vision, on va rechercher s'il y a des problèmes ou des difficultés visuelles, et surtout si ces pathologies sont prises en charge, s'ils ont vu l'ophtalmologue sur l'année qui vient de s'écouler. Au niveau de l'audition, on va proposer, lorsque la personne est évaluée en hétéroévaluation, un test de chuchotement, où on va chuchoter 4 mots à chaque oreille, et le senior doit les répéter 3 ou 4, et on considère que cela est normal. Pour la psychologie, on va rechercher la dépression, donc au cours des 2 dernières semaines, s'il y a eu une sensation de dépression, d'apathie. Et pour finir, on va faire un test de mobilité, donc ça va être un lever de chaise. On va demander au senior de se lever 5 fois d'une chaise le plus rapidement possible sans les mains. Et donc ce lever de chaise, il sera chronométré, et ça est considéré normal si le senior arrive à se lever en moins de 14 secondes, ou en moins de 16 secondes quand il a plus de 80 ans. Donc là, je vous montre le schéma numérique, donc à la suite du repérage, donc qui se fait avec les 2 outils numériques de l'application et du bot. On l'envoie vers la base de données. Les professionnels de santé font l'interprétation et génèrent du coup l'évaluation approfondie ou le plan de prévention à la suite. Là, je vous montre à l'écran la base de données ICOP Monitor, donc qui permet du coup de suivre les seniors dans le temps, pour leur proposer leur étape 1 de suivi à l'étape 4, et également de faire cette gestion d'alerte. Pour la formation, les professionnels de santé peuvent se former à travers une plateforme de e-learning qui est gratuite et accessible 7 sur 7. Il y a la formation de l'étape 1 et de l'étape 2, et actuellement, depuis le mois de septembre, on a 4 679 professionnels qui ont été formés à l'étape 1, et vous avez le détail des différents professionnels. Et donc, vous voyez que principalement, ce sont les infirmiers et kinés qui se sont emparés du programme. L'étape 1, elle dure à peu près 1h30 de formation, et elle permet du coup d'aller jusqu'à la gestion d'alerte. Et après, pour les plus motivés, il y a la formation de l'étape 2 qui dure à peu près une demi-journée, et qui est complétée par une journée en présentiel pour la formation de traitement de cas cliniques et pratiques. Donc la stratégie du déploiement, donc là c'est par rapport à l'expérimentation depuis 2022. Donc il y a eu d'abord une prise de contact et d'information auprès des CPTS et MSP, parce que je vous rappelle que le programme ICOP vise les soins premiers. Donc on a surtout fait des webinaires d'information, et à partir du mois de juin-juillet 2022, on a identifié les CPTS et MSP qui seraient intéressés par le déploiement du programme ICOP. Avec un listing, il y a eu 45 CPTS qui ont été ciblés et 37 MSP. Et après, il y a eu toute cette étape de conventionnement pour pouvoir rémunérer les professionnels, et le lancement officiel, on va dire, depuis octobre 2022, où il y a le déploiement du parcours ICOP dans les différentes CPTS et MSP. Et au dernier suivi, en juin 2023, on avait déjà donc 41 CPTS MSP qui s'étaient engagés dans la démarche ICOP, avec 3 347 professionnels formés à l'étape 1 et plus de 500 professionnels formés à l'étape 2. Il faut savoir qu'en complément, donc, le programme ICOP, il y a une double gouvernance, à la fois par des copiles régionaux, mais également départementaux, portés par le national et par l'ARS Occitanie.
Pour accompagner ce déploiement, on travaille avec de multiples partenaires que vous avez à l'écran, la CNAV, Mutualité française, Conseil départemental, la CPAM, les services civiques, la CARSAT, la FECOP, le guichet CPTS Occitanie, les différents URPS et la Poste. Et ça représente aussi le travail avec les différentes équipes territoriales en place en Occitanie, qui sont composées de plus de 4200 membres. En plus des outils de formation, lorsque les professionnels de santé rentrent dans la démarche ICOP, on a accès à une Dropbox avec différents flyers de communication, de films promotionnels. Il y a un site internet et des vidéos tutoriels à destination des professionnels de santé, mais également des seniors. Et du coup, et on a la particularité d'avoir des webinaires qui sont à destination, des webinaires de prévention qui sont à destination des seniors qui rentrent dans la démarche du programme ICOP. Et là, donc, on a écrit bientôt, mais depuis le 12 décembre 2023, on a le site ICOP qui est accessible en partenariat, c'était avec la CNAV. Pour vous montrer que donc en plus de la partie théorique, on est vraiment dans le concret de ce déploiement. Donc depuis 2019, on a inclus sur le plan national plus de 42 896 participants au programme. Et vous voyez quand même que la majorité se fait en Occitanie puisqu'il y a 27 875 seniors qui proviennent de la région Occitanie. Ça a permis de faire plus de 72 193 et étape 1. Et ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que donc le programme peut être réalisé par les professionnels de santé, mais également directement par les seniors eux-mêmes en auto-évaluation. Et vous voyez, il y a déjà 14 667 seniors qui ont fait des tests d'auto-évaluation eux-mêmes à travers l'application. Donc là, on a plus de 10 000 professionnels qui sont dans la démarche et ça a généré plus de 6 515 étapes 2 avec des gestions d'alerte à quasiment 44 000. La moyenne d'âge des seniors qui constituent le programme, c'est environ 74 ans. Il faut savoir que c'est une moyenne d'âge qui rajeunit. Quand on avait commencé en 2020, on était autour de 79 ans. Donc, on se rend compte qu'en fait, justement, on est en train de toucher un public plus jeune, peut-être plus à l'aise avec les outils numériques, mais qui rentre dans la cible de la prévention avec majoritairement quand même des femmes. À l'écran, je vous présente un petit peu les caractéristiques des étapes 1. Donc, ça représente un échantillon de 40 000 seniors. Donc, ce qui est flagrant, c'est que finalement, il y a 88% des seniors qui ont une anomalie à l'étape 1 de repérage. Et principalement, c'est la cognition qui est en tête de lieu, puisque la moitié des seniors ont soit une plainte, un échec au rappel des mots ou une désorientation. Et il y a eu 29% de ces seniors pour lesquels la plainte a été objectivée et confirmée. Il y a également les deux autres on va dire, domaines qui sont les plus importants, c'est le sensorial avec l'audition et la vision, et bien sûr l'humeur, la mobilité, la vitalité. Juste un petit mot pour vous dire que donc il y a eu dans le Lancet Healthy Longevity en 2022 l'article de l'équipe qui a été publié pour montrer la faisabilité du programme ICOP en soins premiers avec la description de la mise en place en Occitanie et la description de l'étape 1. Le bilan mi-parcours. Actuellement, on a une progression lente, mais vous avez vu, on avait toute la première année, en tout cas, vraiment plus une prise de contact et une formation des professionnels de santé. Et maintenant, les dépistages et les évaluations commencent à décoller. On a une difficulté sur la traçabilité de l'information, puisqu'en fait, c'est l'outil de la base de données qui nous permet de répertorier ce qui est fait. Donc, comme l'étape 1, les outils sont automatiquement reliés à la base de données, on a beaucoup plus d'informations, alors que les étapes 2, ça demande aux professionnels de santé de rentrer dans la base de données et de renseigner cette information. Mais pour que les professionnels puissent être rémunérés, il faut qu'ils renseignent cette information.
Donc, on a progressivement, je vous avais dit, une hausse de l'auto-évaluation. Donc, on voit que les seniors s'approprient le programme. Donc, il y a également eu une enquête de satisfaction auprès des seniors qui ont été plutôt positives et tout doucement, un changement de pratique, une intégration, une valorisation de la prévention auprès des professionnels de santé. Et il faut savoir que vraiment, la force du programme ICOP, c'est un projet pluriprofessionnel où on va engager le participant, mais également différents professionnels pour pouvoir construire le parcours ICOP. Les difficultés qu'on rencontre actuellement, c'est les difficultés de territoire, notamment les déserts médicaux ou le manque de temps soignant, parce qu'il faut savoir quand même que l'étape 1 de repérage, elle prend, quand elle est bien faite, bien 30 minutes. Il y a à peu près 5 à 10 minutes d'explication du parcours pour que le senior intègre le programme et qu'on recueille l'adhésion. Après, le repérage, la passation du test, c'est à peu près une dizaine de minutes. Et après, il faut l'interpréter. Donc, les professionnels de santé doivent décider de la suite. Donc, vraiment, il faut pouvoir identifier ces 30 minutes. Et aujourd'hui, c'est difficile. On a également, pour l'instant, du mal à toucher les médecins généralistes dans ce parcours avec la difficulté de comprendre leur positionnement qui n'est pas nécessairement à l'étape de repérage ou d'évaluation, mais vraiment lors de la construction du plan de soins où on a besoin de cet appui médical pour pouvoir valider le plan de soins et construire, notamment quand il y a des adressages spécialisés qui sont nécessaires et le suivi dans le temps et de faire le lien avec les soins conventionnels. On a des freins par rapport à un changement de paradigme, puisque maintenant on réfléchit sur la prévention, les fonctions et puis sur la pathologie propre. Donc c'est quelque chose de novateur qui est difficile à s'approprier. Les habitudes, c'est difficile à changer. Et on a aussi, là c'est vraiment l'autre gros point noir, ce choix du ministère et de l'ARS pour l'instant de rémunérer uniquement les professionnels de soins premiers. Et donc du coup, il y a une exclusion de tous les centres hospitaliers et les SIAD et les EHPAD qui pourraient bien sûr avoir toute leur place dans le parcours ICOP. Et d'ailleurs, il y a certains qui ont quand même pris le choix de participer au programme malgré l'absence de rémunération. Donc, pour finir, il y a du travail encore, notamment pour sensibiliser les médecins traitants dans les soins premiers dans le parcours ICOP. On s'appuie sur les animateurs territoriaux des CPTS qu'on a construits dans le cadre de ICOP pour pouvoir optimiser l'offre et la prévention de soins. Et en conclusion, juste vous dire que ICOP, c'est vraiment une très belle opportunité pour pouvoir permettre au plus grand nombre de vieillir en bonne santé, d'apporter aux personnes à risque, mais pas que un suivi continu avant que survienne un déclin, parce qu'on sait qu'actuellement, c'est à ce stade que la prévention est le plus efficace. Pour pouvoir accompagner ce déploiement, il va falloir réformer en profondeur notre système de santé avec plus de place de la prévention, améliorer le travail lien ville-hôpital, centrer l'exercice coordonné autour de ICOP. Il faut savoir que c'est des travaux qui sont en cours avec l'inscription de ICOP au niveau du plan grand âge et autonomie de 2020-2022 et on espère l'inscription dans la loi Bien vieillir à venir. Et du coup, pour finir, je vous rappelle que du coup, ICOP est disponible pour les seniors de 60 ans et plus pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous le plus longtemps possible. Je vous remercie pour votre attention. Moi, je veux continuer à taquiner la truite le plus longtemps possible. Continuer à taper le carton avec mes vieux amis. Conserver le bonheur de plonger dans un bon bouquin. Rouler, profiter, poursuivre ma route. Rester gourmand. Et profiter de ma famille le plus longtemps possible. Alors même si tout va bien, évaluez régulièrement vos capacités personnelles avec ICOP Monitor. Au moindre déclin, auditif, cognitif, visuel, moteur ou en cas de perte d'appétit ou trouble de l'humeur, une alerte est envoyée. Une infirmière vous rappelle pour confirmer ou infirmer la perte de fonction. Si celle-ci est avérée, votre médecin traitant est informé et vous propose un plan de soins adapté à votre projet de vie avec le recours de spécialistes si besoin. Une application qui permet d'être acteur de sa santé et de continuer à vivre comme vous le souhaitez. ICOP Monitor pour préserver vos capacités et continuer à faire ce qui est important pour vous.
Merci pour toutes ces présentations. Donc, je vais prendre le relais concernant les différentes questions qui ont été posées dans le chat. Donc, n'hésitez pas à continuer à les poser. Donc, première question peut-être pour Madame Andrieux. Vous avez indiqué donc une question d'une bénévole d'une association de développement de soins palliatifs qui souhaiterait savoir s'il y a ou non une augmentation des maladies, des cas de maladie d'Alzheimer. Et il faut faire la différence entre l'augmentation absolue du nombre de cas, qui effectivement augmente parce que on fait face à un vieillissement de la population, donc plus il y a de personnes âgées, plus la probabilité de voir des cas se développer de la maladie d'Alzheimer est importante. Donc ça, il y a une augmentation, on va dire, quantitative du nombre de cas, mais on assiste à une incidence de la maladie à un âge donné. Ça veut dire que pour une personne donnée, à un âge donné, le risque de développer la maladie diminue par rapport à la génération, par exemple, précédente. Et ça, c'est lié au fait que les générations actuelles ont un meilleur niveau d'éducation et prennent mieux en charge les facteurs de risque, notamment cardiovasculaires, que ne le faisaient les générations précédentes. Donc, il y a effectivement beaucoup plus de cas qui arrivent, mais pour un individu donné, le risque de développer la maladie sera moins important aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Donc, il y a une diminution de l'incidence. Donc, merci pour ces éléments. Donc, une deuxième question qui vous a été adressée, qui concernait en fait la diminution des aidants potentiels. Donc, selon vous, à quoi peut-on attribuer cette baisse? Alors, la diminution des aidants, c'est juste mathématique, hein, c'est l'évolution démographique. Par rapport à notre pyramide d'âge en France, on a une arrivée d'une génération très pléthorique à un âge très avancé, et en dessous de cette population, moins pléthorique, les aidants potentiels. Donc, en fait, là, c'est juste, on va dire, une évolution qui est mathématique et qui est quantitative, mais après, à cela peut se surajouter une évolution, on va dire, sociologique, ou peut-être que les générations actuelles ou à venir seront peut-être moins enclines à apporter de l'aide à leurs parents âgés qui ont besoin d'une aide au quotidien. Ça, c'est l'évolution qui nous le dira. Là, la diminution, elle est juste, elle ne tient pas compte de cet état-là de fait, hein, c'est juste l'évolution démographique. Merci beaucoup, Madame Andrieux. Donc maintenant, c'est des questions plutôt donc à Madame Chetela. Une première question autour de la cohérence cardiaque. Est-ce que la cohérence cardiaque donc peut être assimilée à de la méditation? Alors, on pense que la méditation peut avoir un impact sur la cohérence cardiaque et il y a des similitudes dans le fait de peut-être porter attention à sa respiration ou aux sensations liées au battement du cœur, par exemple. Par contre, ce sont des pratiques qui sont quand même différentes dans le sens où, dans la méditation, comme on disait, c'est une famille de pratiques et il y a un entraînement de régulation émotionnelle également qui peut être proposé. Donc, voilà, il y a une partie qui est commune et puis, bien sûr, il y a la spécificité propre à chacune de ces approches. Merci. Une deuxième question qui porte plutôt donc sur les ressources pour proposer de la méditation aux seniors, notamment dans le département du 31. Au-delà de cette question se pose surtout la question des professionnels formés et fiables, j'imagine, dans le domaine. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations différentes et de formateurs différents qui se proposent d'enseigner la méditation et c'est vraiment quelque chose auquel je pense qu'il est vraiment important de faire très attention. Donc la formation qui a été, dont l'enseignant a pu bénéficier, c'est quelque chose d'important et qui va déterminer en fait la qualité des enseignements qui vont être prodigués et notamment l'Association pour le développement de la mindfulness propose des enseignements et les formateurs qui sont qualifiés MBSR, donc pour Mindfulness Based Stress Reduction, donc les instructeurs
les instructeurs MBSR, par exemple, ou MBCT, etc., qui sont formés par l'ADM, par exemple, ont bénéficié d'une formation qui est standardisée, qui est normalement de grande qualité. Et voilà, ce ne sont pas les seuls, évidemment, mais je pense qu'en tout cas, c'est important de se renseigner sur la formation de l'enseignant et son cursus pour voilà, s'assurer qu'il ait une compréhension et une formation qui soit solide. Bon, merci pour ces éléments. Donc, une deuxième question qui était un petit peu dans cette ligne, qui porte autour de la sophrologie caïcédienne. Donc, à savoir aujourd'hui, qu'en est-il de cette méthode en France et a-t-elle été incluse dans des dispositifs d'études ou de programmes? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit en fait là. La sophrologie caïcédienne. Alors, je ne suis pas Ah oui. sûre de bien le prononcer, mais je pense... Alors en fait, il y a de plus en plus, je peux pas répondre précisément pour cette approche-là, hein. Je sais pas, il faudrait se renseigner spécifiquement sur cette approche. Mais de façon générale, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui s'intéressent aux interventions non pharmacologiques comme la méditation, mais aussi le yoga ou la sophrologie en général. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre du vieillissement, on ne dispose pas encore de résultats cliniques suffisamment fiables. Il y a des résultats encourageants qui montrent un bénéfice sur un facteur ou un autre des aspects du vieillissement, mais des études à large échelle, sur une longue durée, qui peut avoir un impact sur des facteurs du vieillissement qui sont randomisés, c'est-à-dire les personnes sont réparties au hasard dans différents groupes contrôlés. Eh bien, on n'a pas encore vraiment assez d'études et de recul pour certifier qu'il y a un impact positif sur le vieillissement, mais c'est des recherches qui se développent de plus en plus puisqu'il y a une sensibilité qui s'est développée pour ces approches aujourd'hui dans le cadre du vieillissement notamment, mais pas que. Non, merci pour ces éléments. Donc, une autre question qui portait plutôt davantage sur le lien entre la consommation de sucre et le développement de différentes pathologies et qui fait référence à de nombreuses études, en fait, a priori donc aux États-Unis. Y a-t-il des études dans ce domaine en France? Alors, je ne sais pas si c'est une question vraiment pour moi. Peut-être plus pour Sandrine. Voilà. Si c'est la consommation de sucre qui entraîne un diabète et qui est un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est traité comme les autres facteurs de risque. Donc, c'est les larges études de cohorte qui étudient de façon concomitante le risque qui est encouru par le diabétique de développer une altération des fonctions cognitives. Mais c'est vrai qu'il y a des travaux qui portent sur le sucre aussi, et notamment dans la région de Montpellier, il y a des travaux qui portent sur la consommation de certains sucres en particulier. Alors, je n'ai pas le résultat précis de ces études-là pour vous en donner le résultat. Je ne sais pas si elles ont été reproduites, mais effectivement, il y a des questionnements qui se font, qui se portent aujourd'hui sur le type de sucre que l'on consomme et leur effet sur la mémoire et les fonctions supérieures. Oui, parce qu'effectivement, la question portait sur donc, le développement de dépression, d'addiction, de problématiques, de problèmes neurodégénératifs. Voilà, effectivement, ça portait plus sur ces aspects-là. Donc, une autre question, justement, une question plus spécifique à Mme Châtelat, pardon. Avez-vous observé une sélection de la population, donc plutôt les plus jeunes et plutôt un haut niveau d'éducation qui seraient inclus dans l'étude? Une question de Madame. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, nous aurions souhaité avoir un échantillon représentatif de la population générale qui est bien réparti à la fois en termes d'âge avec des personnes plus âgées, également en termes socio-culturels et notamment aussi représentatifs en termes de facteurs de risque de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire toucher ceux qui sont plus à risque et on a vu un peu lesquels ils étaient. Effectivement, dans une étude de ce type assez ambitieuse avec beaucoup d'examens sur 18 mois, une formation de méditation très solide qui demande d'une grosse implication puisque une fois par semaine, pendant 2 heures, on allait pratiquer en groupe à un endroit précis et puis tous les jours, il fallait pratiquer sur la tablette, etc. On a eu un échantillon de la population qui était moins représentatif que ce qu'on aurait souhaité, qui est plutôt un échantillon qui est très actif dans la vie, très engagé, très intéressé par ces questions de santé et qui prend déjà
assez soin de lui-même, de soi, et donc qui était moins peut-être exposé au risque de maladie d'Alzheimer, ce qui explique également le fait qu'on n'a pas réussi à montrer un impact très fort sur le cerveau parce que les personnes, elles avaient déjà un mode de vie qui était assez protecteur. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on attend de voir les résultats de l'appli qui va peut-être être plus facilement accessible au plus grand nombre et à un échantillon plus représentatif et dont on espère pourra donc montrer les effets sur cet échantillon plus représentatif et avec un plus gros potentiel d'amélioration et de diminution de risque chez les personnes qui sont déjà peut-être peu à risque. Merci. Une dernière question pour vous, Madame Schüttler. Donc, à savoir à quel moment sera disponible le documentaire Golden Senior? Alors, il est sorti en avant-première en septembre-octobre en Suisse. Maintenant, il sort dans des salles suisses. C'est un réalisateur suisse qui a fait ce film-là et qui s'occupe de la distribution. Donc, il prévoit éventuellement que la distribution se fasse dans d'autres pays, et notamment en France, en tout cas dans les pays du projet européen. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore planifié précisément en termes de date. Donc, je ne peux pas répondre à cette question précisément. Voilà, pour l'instant, c'est dans les salles suisses. Merci. Donc maintenant, il s'agit plutôt de questions donc, à Madame Takeda. Une question, on va commencer par la question la plus générale. Donc, comment se déroule concrètement une auto-évaluation ou une évaluation réalisée par un aidant familial? Alors, du coup, il y a juste une petite subtilité, c'est de savoir si c'est une primo-évaluation, c'est-à-dire qu'ils font le repérage de la première fois, ou si c'est dans le cadre du suivi à la suite d'un professionnel de santé qui aurait fait le premier repérage. Donc, il y a cette nuance-là. Donc, je vais partir sur la première option, où c'est un aidant, du coup, qui va entendre parler du programme et qui va décider, par exemple, de le faire à un proche. Alors là, globalement, il va télécharger l'application ICOP Monitor, il va créer un profil de la personne, du senior qui va être évalué, et il aura qu'à suivre les instructions. Donc, c'est l'application qui va détailler l'étape 1 et il y aura à répondre aux questions. Et après, ça sera le résultat sera envoyé de manière automatique et sécurisée vers, alors ça c'est propre à l'Occitanie, vers la plateforme de télésuivi ICOP. Je ne suis pas allée dans ce niveau de détail, mais donc moi je suis le médecin de cette plateforme. Je suis accompagnée de 4 infirmières qui assurent la gestion d'alerte de ces auto-repérages initiaux. Donc, c'est les seniors qu'on appelle, qui s'auto-évaluent dès le début, c'est ce qui rentre dans la cohorte qu'on appelle cohorte digitale. Donc, l'infirmière va assurer, lorsqu'il y a une anomalie au test de repérage, une gestion d'alerte pour interpréter et analyser le résultat et déterminer s'il faut pousser plus loin sur une évaluation. Dans le cas où on aurait identifié un risque de déclin sur une des fonctions, l'infirmière va envoyer un mail ou un courrier au médecin traitant pour lui informer de la découverte de ce risque et en même temps, en fonction de la localité du senior, lui proposer une évaluation étape 2 approfondie à proximité de son territoire. C'est-à-dire qu'un senior qui s'auto-évalue à Perpignan, l'infirmière, elle va se mettre en relation avec les professionnels de santé formés à ICOP de Perpignan pour pouvoir assurer l'évaluation étape 2. Donc ça, c'est la première partie. Donc ça, c'est quand la plateforme de télésuivi intervient. La deuxième partie, c'est si le senior est rentré par le biais d'un professionnel de santé, si dans un 2 à 6 mois, un proche décide de faire l'évaluation, alors du coup, il aura eu les identifiants initiaux, donc il n'y aura pas à créer sa fiche participant, donc il se connectera sur l'application, rentrera ses identifiants, fera exactement le repérage de la même manière et il aura juste à suivre les instructions de l'application. Et par contre, l'information sera également envoyée automatiquement et de manière sécurisée à la base de données, sauf que là, ça sera le professionnel de santé de départ qui aura à charge de faire la gestion d'alerte. Je ne sais pas si du coup c'est tout clair. A priori, ça l'est. Alors, nous avions une question concernant les ressources sur le territoire de Blagnac, mais donc ma collègue a répondu. La question, c'était de savoir s'il existait une CPTS au niveau de la ville de Blagnac.
Mais voilà, ma collègue a répondu. Je ne sais pas si Madame Takeda, vous souhaitez rajouter quelque chose, mais donc il a été indiqué le site où on peut trouver la liste des CPTS existantes et leur état d'avancement. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, à préciser que pas toutes les CPTS d'Occitanie ont fait le choix d'inclure le programme ICOP. Donc ça, je suis accompagnée aujourd'hui de Céline Mathieu, qui est une de nos chefs de projet ICOP, qui pourra peut-être aller plus en détail sur cette partie-là. À ma connaissance, je ne sais pas si, alors j'imagine qu'il va y en avoir une en développement du côté de Blagnac, mais je ne sais pas trop quelle est la CPTS. En tout cas, c'est peut-être pas sûr qu'elle ait signé aussi les ACI, puisque vous savez, il y a un niveau de maturation de ces dispositifs. Ils font une première lettre d'intention, ils travaillent sur un projet de santé au niveau des professionnels qui sont impliqués dans la CPTS. Et ensuite, ils doivent déposer ce projet qui est validé par les tutelles, notamment l'ARS et l'assurance maladie. Et à l'issue de la validation de ce projet, ils obtiennent les financements pour fonctionner et se lancer et se structurer. Je ne crois pas qu'à ma connaissance, mais peut-être j'ai des bêtises, s'il y en a une du côté de Blagnac, elle soit déjà en fonctionnement. En tout cas, on n'a pas identifié cette CPTS-là comme ayant intégré ICOP dans son projet de santé. Ce qui n'empêche pas les professionnels de santé du territoire de s'emparer d'ICOP dans leur pratique. C'est juste que ça ne fait pas partie du projet de santé du territoire. Voilà. Il faut distinguer le fait que ce soit un projet territorialisé avec l'appui de la CPTS du fait que ce soit un programme qu'on peut individuellement intégrer dans sa pratique professionnelle en tant qu'infirmier, en tant que kiné, en tant que... Donc concrètement, pour un professionnel de santé sur Blagnac qui souhaiterait intégrer le programme ICOP, il peut tout à fait le faire individuellement en tant qu'infirmier libéral, par exemple. Ou avec son cabinet, ou à l'échelle de la MSP, s'il est sur un MSP ou une ESP, enfin un autre type de dispositif d'exercice coordonné, ou s'il est en exercice isolé, le faire aussi avec les professionnels avec lesquels il travaille. Voilà. Très bien, merci. Donc, on reste dans les questions des ressources. Donc là, plutôt ressources financières. Donc, si un EHPAD ou une maison de retraite voulait proposer à ses résidents des séances de méditation, régulation, libération des émotions, existe-t-il des aides financières pour les aider à intégrer cette activité de façon pérenne? J'avoue que je ne sais pas trop. Alors, il s'agit, je ne sais pas si c'est une question spécifique donc à Mme Chetela ou peut-être aussi Mme Takeda ou Mme Mathieu, vous avez des éléments de réponse. Je veux bien que vous répétiez la question, s'il vous plaît. Alors, existe-t-il en fait des aides financières pour aider des établissements comme un EHPAD ou une maison de retraite à proposer en fait des ateliers, des ateliers voilà, sur la méditation en fait? Oui, non, je ne connais pas les dispositifs qui peuvent être interrogés pour des aides aux maisons de retraite. C'est une bonne question. Alors, peut-être, mais c'est une hypothèse, mais vous pouvez vous appuyer sur la conférence des financeurs qui finance justement des ateliers de prévention et des projets. Donc, peut-être que vous pouvez vous appuyer sur ça, mais c'est sans garantie. Mais je ne sais pas quel type de dispositifs peuvent être éligibles à ce type de financement aussi. Et après, il y a quand même ce qui se met en place, c'est les centres de ressources territoriaux aussi au niveau des départements. Et il y en a pas mal qui sont portés par des EHPAD. Alors, est-ce que ça intègre ce type de volet et ce type de financement pourrait permettre peut-être de développer ce type d'atelier? Mais c'est des hypothèses. Très bien, merci pour ces pistes. Toujours dans l'idée des ressources, alors là aussi territoriales, est-ce que vous pouvez nous faire savoir si la CPTS Gris-Montvert, je ne suis pas sûre de bien prononcer, du Tarn-et-Garonne, a intégré ICOP dans son projet? C'est une question très précise. Oui, ça fait partie de la dernière vague de CPTS qui ont intégré ICOP dans leur projet. Je pense qu'ils ont signé, peut-être pas récemment, en tout cas leurs ACI, c'est les financements pour fonctionner. Donc, ça fait partie des CPTS qu'il faut qu'on lance, mais voilà, ça fait partie de leur projet de santé. J'en profite pour rebondir. Est-ce que vous communiquez en fait sur les structures d'exercice coordonné qui intègrent ICOP dans leur projet ou non, pas forcément, c'est la structure qui doit communiquer dessus Normalement, c'est plutôt au CPTS de s'emparer en fait
du projet et de le diffuser auprès des adhérents et des professionnels, pas que des adhérents, puisqu'ils doivent diffuser plus largement auprès des professionnels de santé du territoire qu'ils couvrent. Après, nous, si on a des professionnels de santé qui reviennent vers nous pour nous poser la question, bien sûr, on fournira l'information, mais on n'a pas de légitimité à afficher ce type d'information. Sachant que pour un référent un peu pour piloter ça en proximité, vraiment sur le territoire. Et ça, c'est une convention qui passe avec l'ARS directement, la tutelle. Donc, on peut aussi se rapprocher des tutelles pour avoir accès à... D'accord. Très bien, merci. Donc, nous avons une question plus générale sur l'information. Donc, comment les seniors sont informés, sensibilisés au programme ICOP? Alors, en fait, il y a plusieurs biais, hein. Il y a la voie classique de la dépêche, on fait des émissions radio, des conférences grand public. Et après, il y a tout un travail au niveau des CPTS où aussi ils ont la mission avec l'animateur territorial de diffuser à l'échelle de leur territoire avec les informations. Mais on travaille vraiment, vous avez vu les partenaires que je vous ai diffusés au sens large avec tous ces partenaires-là, les mairies, les CCAS, le conseil départemental, la Poste. Il y a plein d'actions parce que finalement, toute personne qui est en contact avec quelqu'un de 60 ans et plus autonome peut diffuser et aider à déployer ce programme. Merci pour vos réponses, pour l'ensemble de vos réponses. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, je vais peut-être redonner la parole à ma collègue Johanna pour clôturer. Voilà, Johanna, je ne sais pas. Je te laisse. Oui, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, on vous remercie pour ces présentations, pour vos questions aussi. Du coup, on vous a glissé dans le chat un questionnaire de satisfaction, voilà, comme je vous disais au tout départ, pour recueillir un petit peu votre satisfaction pour cette matinale. Bon, si vous n'avez pas le temps aussi, pour l'instant, c'est pas possible. De toute façon, nous, on vous renvoyer un mail un petit peu plus tard voilà, pour pouvoir recueillir quand même votre ressenti sur cette matinale. Et on vous informera aussi donc quand les supports, donc le replay et les supports de présentation seront disponibles sur le site du DRAPS. Comme ça, vous pourrez revisionner ou alors pouvoir partager au sein de vos réseaux pour pouvoir voilà, un petit peu diffuser cette présentation-là. Voilà. Et je remercie tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis rendez-vous en 2024 pour les nouvelles matinales. Merci. Bonne journée. Au revoir.